bio, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo, nouveau module. Je sais que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas pu poster la râle, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc c'est Biologie Facile, je présentais des cours en biologie sur les différentes spécialités, sciences biologiques, biotechnologie, etc., etc. Bref, et si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur ma chaîne et que le contenu vous plaît bien sûr, donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être au courant de tout ce que je poste. Alors c'est parti. Le présent document est destiné aux étudiants de la deuxième année de la formation master académique en spécialité de la génétique moléculaire et ainsi pour ceux qui vont inscrire dans le concours de doctorat 2022-2023, Inch'Allah. Donc, vous êtes chanceux, vous êtes dans le bon endroit. Ce document peut servir comme une référence de base des principes de l'hérédité humaine combinés au concept de la génétique médicale. Donc, je vais travailler avec les débutants. On veut savoir tout le lexique ou bien le vocabulaire qui concerne l'hérédité humaine et ainsi pour la génétique médicale. Donc, c'est ça notre intérêt. Voilà. Donc, à l'issue de cette formation ou de ce document, donc vous seriez capable de quoi? Vous seriez capable d'élaborer et d'analyser un arbre généalogique avec le plus d'informations possible à partir d'une histoire familiale. Donc, on va abréger tout ensemble une arbre généalogique ou bien la réalisation d'une arbre généalogique à partir d'une histoire familiale. Vous seriez capable de déterminer un mode de transmission. On veut savoir ça dans le premier chapitre, les modes de transmission des maladies génétiques. Voilà. Et de calculer, vous seriez capable aussi de calculer le risque d'avoir une maladie héréditaire. Ça veut dire la transmission de n'importe quelle maladie au sein d'une famille. Voilà. Vous seriez capable aussi de quoi? Vous seriez capable de classer les maladies héréditaires, de les classer selon la nature de produit du gène morbide. Le gène morbide, c'est le gène qui provoque une maladie génétique. Vous seriez aussi de pouvoir, par exemple, de pouvoir proposer une stratégie de diagnostic. Le diagnostic, autrement dit, le traitement, mais pas forcément le traitement. Donc, le diagnostic direct ou bien indirect d'une maladie génétique au sein d'une famille à risque. Voilà, donc c'est ça notre intérêt. Tout d'abord, on commence par ce premier chapitre qui correspond au mode de transmission des maladies. Donc, on distingue deux modes de transmission. Il y avait le mode de transmission mendélien des maladies héréditaires monogéniques et il y avait le mode de transmission non mendélien des maladies héréditaires monogéniques. Donc, suivez avec moi et c'est parti. Avant de commencer, je voulais mettre les points sur les i comme on dit. Donc, si vous avez remarqué dans toutes les vidéos précédentes que je simplifiais ma propre explication en arabe. Donc, je vais continuer toujours avec cette démarche, mais j'abuse pas, parce que vous saviez que la biologie, c'est une science directe. Donc, j'arrive pas à tout expliquer en arabe. Il y avait des mots qui sont intraduisables parfois. Donc, voilà toute cette petite introduction. La génétique s'intéresse à la transmission et la variation des caractères observés dans tous les organismes vivants. Donc, si on parle de la génétique, c'est la science qui s'intéresse à l'étude d'hérédité et de gènes. Et si on rentre un petit peu dans le détail, la génétique s'intéresse à la transmission et la variation des caractères. Ça veut dire, هذا علم الوراثة يهتم بنقل وتباين أو اختلاف الخصائص في الكائنات الحية. Donc c'est ça la génétique. À l'intérieur de ce champ très vaste, ou bien à l'intérieur de ce domaine qui est la génétique, donc on sait bien que la génétique c'est une science multidisciplinaire. Donc il y avait la génétique bactérienne, il y avait la génétique virale, la génétique des eucaryotes, la génétique des prokaryotes. Et parmi toutes ces disciplines, il y avait aussi la génétique humaine. Et c'est ce que j'aime bien. Donc c'est quoi la génétique humaine? La génétique humaine désigne l'étude des facteurs génétiques de caractère héréditaire responsables de la transmission de traits humains. Ça veut dire que cette génétique humaine تهتم بدراسة العوامل الوراثية المسؤولة عن نقل الصفات البشرية. Voilà, des facteurs génétiques, ce sont اللي هما العوامل الوراثية. Dans certains cas aussi,
leur interaction avec l'environnement. Ça veut dire l'interaction de ces facteurs génétiques qui sont responsables à la transmission des traits humains. Donc, on va étudier leur interaction avec l'environnement. يعني تأثير تاع هاد العوامل المسؤولة عن نقل الصفات البشرية مع الوسط الخارجي. Voilà. Cette activité comprend l'identification des gènes constituant le génome humain. Donc, cette activité, qui est la génétique humaine ou bien l'étude des facteurs génétiques, donc, elle conduit à quoi? Elle conduit à l'identification نتعرفوا على مختلف المكونات تاع le génome. On sait c'est quoi le génome humain, ça veut dire c'est l'ADN avec toutes ses composants. Voilà. Donc, cette activité, elle nous a permis ou bien elle nous a conduit de l'identification des différentes gènes, ça veut dire l'identification de génome humain. Voilà. La fonction du gène est la caractérisation des états normaux et pathologiques des personnes. Une fois نعرفوا les gènes, ou bien une fois on fait l'identification de tout le génome humain, donc on peut distinguer entre ou bien on peut distinguer entre les états normaux, ça veut dire les patients qui sont sains et les patients qui sont qui subissent des maladies génétiques. Voilà. Des parents biologiques par exemple avec le test d'ADN, etc. Des familles et des groupes. Donc c'est ça. Par ailleurs, l'interaction entre la génétique science fondamentale et la science médicale clinique. Donc, l'interaction, il y avait une interaction entre la génétique si on la considère comme une science fondamentale et si on la considère comme une science médicale. Donc, cette interaction est bidirectionnelle, يعني عندها اتجاهين, est particulièrement productive dans les derniers décennies. Donc, elle est évidemment productive dans les années passées. Il en résulte la génétique médicale. Donc, cette interaction entre la science, plutôt entre la génétique, science fondamentale, et la génétique, science médicale clinique, donc, elle conduit ou bien elle résulte à la génétique médicale. Donc, c'est quoi la génétique médicale? On a vu déjà c'est quoi la génétique humaine. Maintenant, on veut savoir c'est quoi cette combinaison entre la génétique humaine et la génétique médicale. Donc, la génétique médicale qui s'intéresse à la variation génétique humaine ayant un impact médical. Voilà. Donc, il y avait une relation entre la génétique médicale. C'est une science, c'est une génétique humaine, mais elle a un impact médical. Voilà. C'est une discipline, donc cette génétique médicale, c'est une discipline qui traite toutes les applications de la génétique dans la pratique médicale. Donc, la génétique médicale, elle utilise les bases de la génétique, les bases de la génétique, mais dans le côté médical, le côté de la médecine. Voilà, c'est ça la génétique médicale. Elle porte donc par conséquent sur l'étude de la transmission héréditaire des maladies au sein d'une famille. Voilà, donc c'est l'intérêt de la génétique médicale. Donc son intérêt il est porté sur la transmission héréditaire, يعني انتقال الأمراض الوراثية داخل عائلة معينة. Donc par exemple, il y en a des familles qui héritent le diabète comme une maladie héréditaire. Il y en a d'autres familles qui héritent par exemple des maladies neurales. Il y en a des familles qui héritent des maladies mentales, par exemple, etc., etc. Donc, elle s'intéresse aussi à l'étude ou bien à la localisation du gène morbide. Bien sûr, le gène morbide, c'est le gène qui provoque une maladie ou bien certaines maladies génétiques. Et le diagnostic précoce de la pathologie, bien sûr, une fois qu'on localise le gène morbide, ou bien une fois qu'on détecte le gène morbide, on va chercher directement ou bien logiquement sur le diagnostic ou bien le traitement précoce de cette pathologie ou bien de cette maladie génétique. Donc, dans ce contexte, on a subdivisé notre cours en 3 chapitres. Donc, le premier chapitre qui correspond au mode de transmission de caractère héréditaire et de maladies génétiques au sein des familles à risque, qui sont à risque de subir une maladie génétique. Donc, le deuxième chapitre qui a abordé différentes pathologies humaines héréditaires. Donc, on va voir pas mal de maladies héréditaires. Et le troisième chapitre, qui est le dernier chapitre,
qui a traité toutes les stratégies techniques de biologie moléculaire. Donc, on utilise les techniques ou bien les stratégies de la biologie moléculaire dans le diagnostic génétique des maladies héréditaires. Donc, voilà notre cours. Maintenant, on passe aux quelques notions fondamentales. Ce sont des notions assez importantes que vous connaissez déjà, peut-être, autant que vous êtes biologiste. Donc, on commence par le noyau des cellules humaines non sexuelles, cellules somatiques, comporte 46 chromosomes 2 fois 23 paires. Donc, on sait que l'organisme humain est subdivisé en deux sortes de cellules. Il y avait des cellules sexuelles, il y avait des cellules non sexuelles. Donc, si on parle des cellules humaines non sexuelles, donc elles comportent 46 chromosomes. Ça veut dire تحتوي على 46 صبغي 23 زوج يعني 23 paires. Les autosomes sont les 22 paires de chromosomes qui sont identiques dans les deux sexes. Ça veut dire ces 3 paires, ces 23 paires, on va les subdiviser. 22 paires de ces chromosomes sont identiques, que ce soit chez le sexe féminin ou bien chez le sexe masculin. On les appelle les autosomes. Le reste des chromosomes, on les appelle les gonosomes. Ce sont les chromosomes sexuels. Donc, il y avait deux sortes. Donc, on a subdivisé ces 46 chromosomes. 22 paires de chromosomes, on les appelle les autosomes. Voilà, qui sont identiques chez les deux sexes. Et le reste, on les appelle les gonosomes. Les gonosomes, ce sont les chromosomes sexuels. Donc, il y avait le X et le Y. XX chez le sexe féminin et XY chez le sexe masculin. Voilà. Le génome est l'unité d'information génétique. On sait que l'ADN, c'est le support de l'information génétique et le gène, c'est l'unité de l'information génétique. Le site physique où se situe un gène sur un chromosome est appelé le locus. Bien sûr, le site où se localise un chromosome, on l'appelle un locus. Le pluriel, c'est les loci. C'est ça. Définition des maladies génétiques. Voilà. Donc, les maladies d'origine génétique sont souvent classées en 3 catégories. Donc, on avait classé toute une maladie qui a une origine génétique en 3 classes, ou bien autrement dit, en 3 catégories. Donc, il y avait les anomalies chromosomiques. On sait bien c'est quoi les anomalies chromosomiques autant que nous sommes des généticiens. Donc, ce sont des remaniements de structure. Elle affecte le chromosome, ou peut-être, par exemple, elle affecte plusieurs chromosomes qui mettent les translocations. Voilà. Donc, la deuxième catégorie, c'est les maladies génétiques héréditaires. Et c'est ça notre intérêt. Voilà. Et les maladies somatiques. Dans les maladies génétiques héréditaires, voilà, on distingue 3 classes. Voilà. Premièrement, il y avait les maladies monogéniques qui se transmettent selon les lois de Mendel. On va détailler tout ça durant ce cours. Deuxièmement, il y avait les maladies polygéniques ou bien multifactoriales dépendant de l'altération de plusieurs gènes et peuvent être associées à des facteurs environnementaux. Ne fait pas partie de notre cours, donc c'est pas notre intérêt pour aujourd'hui. Troisièmement, la troisième classe, c'est les maladies qui suivent une transmission non mendélienne. Donc, on va prendre les maladies monogéniques qui se transmettent selon la loi de Mendel ou bien les lois de Mendel, et il y avait les maladies monogéniques qui suivent une transmission non mendélienne, qui met les maladies mitochondriales. On va voir tout ça durant cette formation. Nous nous intéressons dans ce chapitre à étudier les maladies génétiques héréditaires selon l'organisme suivant. Donc, j'ai fait un petit résumé pour qu'on voit toutes les maladies. Donc, on a dit que les maladies génétiques, ou bien toute une maladie qui a une origine génétique, il y avait 3 catégories. Donc, il y avait les maladies génétiques somatiques, il y avait les maladies chromosomiques, ou bien les anomalies ou les remaniements chromosomiques, il y avait les maladies génétiques héréditaires. C'est ça notre intérêt. Les maladies génétiques héréditaires se sont subdivisées en 3 classes. Les maladies monogéniques,
Les maladies monogéniques qui se transmettent selon les lois de Mendel, ou les maladies aussi monogéniques qui se transmettent ou bien les maladies monogéniques non mendéliennes. Voilà. Qui m'a les maladies mitochondriales, qui m'a l'empreinte parentale, la dysomie uniparentale, qui les maladies multifactorielles. Les maladies multifactorielles ne fassent pas partie de notre cours pour aujourd'hui. On avait déjà dit. Déjà, les maladies monogéniques ou les maladies mitochondriales, les maladies monogéniques mendéliennes et les maladies monogéniques non mendéliennes, d'autres types. Il y avait les maladies liées à l'X, plutôt à l'Y, le chromosome ou bien l'autosome Y, des maladies liées à l'X récessive, les maladies liées à l'X dominante et des maladies autosomiques récessives, des maladies autosomiques dominantes. Qui نشوفوا هكا هاد le schéma presque ما نكونوا ما فاهمين والو. Après نشوفوا هاد les types et les sous-types en détail باش نفهموا mieux. On passe maintenant aux notions générales, élaboration de l'arbre généalogique. Donc, c'est très très important pour un généticien ou bien pour une généticienne d'élaborer ou de réaliser une arbre généalogique correcte, puisque c'est très important. Donc, de tracer une arbre généalogique correcte, ça veut dire c'est d'élaborer ou bien c'est de distinguer le mode de transmission. Après chaque arbre généalogique, il y a la question ديما toujours كاينه اللي هي c'est quoi ou bien quel est le mode de transmission de certaines maladies génétiques. Voilà. Donc le mode de transmission d'une maladie génétique se déduit de la répartition familiale des sujets sains indemnes et atteints malades et l'observation de la ségrégation ou bien de la transmission de ces traits dans la famille concernée. C'est ça. Donc, à partir d'une arbre généalogique, on peut distinguer ou bien on peut établir le mode de transmission de cette maladie génétique. À partir de quoi? À partir des sujets sains et à partir des sujets atteints avec cette maladie génétique. Et la ségrégation ainsi. La ségrégation, ça veut dire la transmission, l'intiqal, c'est les traits dans cette famille à risque ou bien la famille qui subit plutôt certaines maladies génétiques. Cette information est exprimée sous forme d'un arbre généalogique ou pédigré, dérivé de l'expression pied de grue en faisant allusion à la structure ramifiée du diagramme. Ça veut dire que on peut dire une arbre généalogique comme on peut dire un pédigré. Pédigré, donc cette expression désigne un pied de grue. Donc, c'est selon la structure de cet arbre généalogique. On voit que l'arbre généalogique a une structure par des ramifications. Donc, on peut dire une arbre généalogique comme on peut dire un pédigré. Voilà. L'arbre généalogique résume cette information qui doit être la plus précise possible. En particulier, l'examen médical qui doit être porté sur le plus grand nombre de sujets. Le pédigré ou bien l'arbre généalogique doit être reproduit au moins sur 3 générations. C'est important, minimum. Au minimum, un arbre généalogique doit reproduire sur 3 générations. Les parents, leurs enfants et leurs descendants. Donc, c'est ça. Les arbres généalogiques sont tracés en utilisant les symboles standards. Donc, j'ai la plus importante. Comment on trace une arbre généalogique. L'arbre généalogique. Donc, c'est tout simplement avec l'utilisation des symboles standards, des symboles universels. Voilà, pour toutes les généticiens, ainsi pour toutes les biologistes, ou bien pour tous les médecins, sont indiqués dans la figure 1. Donc, on va voir tous les symboles qu'on peut utiliser en détail. Le probant ou K-index, aussi appelé propositu, est indiqué par une flèche. Donc, la position de chaque individu dans le pédigré est indiquée par 2 chiffres. Un chiffre romain faisant référence à la génération, un chiffre arabe pour situer l'individu à l'intérieur d'une génération. Ça veut dire la nomenclature de chaque individu de l'arbre
généalogique كيفاش راح نديروا له التسميه تاعو كيفاش راح نرمزوا له. Donc c'est simplement, tout simplement, il y avait le premier chiffre راح يكون en romain, il désigne la génération, par exemple la génération 1 ou la génération des parents liée à la génération 1, la génération des enfants y a mis leur descendance, ou la troisième génération, parce qu'en général il y avait 3 générations ou قادر كتر. Donc voilà, نبداو le chiffre romain. Après il y avait le chiffre arabe. Le chiffre arabe c'est tout simplement على le nombre يعني المكان اللي يحتلو هذاك الانديفيدو في l'arbre généalogique. قادر يكون 1 2 3 4 5 6 حتى je sais pas. Voilà, donc il est ailleurs utile en pratique médicale de noter l'âge. Donc peut-être dans la pratique médicale نقدروا نديروا l'âge, mais c'est facultatif dans la génétique. Ou mieux la date de naissance des individus à côté des symboles. Ou là نقدروا نحطوا la date de naissance des individus à côté de chaque symbole. Voilà. Maintenant on passe à la figure 1. Elle indique les symboles. Donc le cercle désigne la femme, le carré c'est l'homme, sexe non connu, donc جنس غير معروف, sujet hétérozygote, donc on colore la moitié en noir et l'autre moitié en blanc, sujet atteint, on colore tout le cercle et le carré en noir, sujet décédé, qui met, union ça veut dire mariage, divorce stellaire, consanguinité c'est le mariage de consanguinité. Par exemple, des cousins qui sont mariés, absence de descendance, ça veut dire que ces deux couples, ils ont pas d'enfants. Grossesse de 12 semaines d'aménorrhée, ça veut dire la grossesse pendant les 12 semaines. Enfant mort-né, طفل ولد après mat. Interruption médicale de grossesse, donc l'interruption quand le poursuite de la grossesse met gravement en péril la santé de la femme. Ça veut dire ça إجهاض, c'est ça. Fausse couche c'est الإجهاض aussi. Vrais jumeaux, là on a des vrais jumeaux, يعني توأم حقيقي, c'est ça. Maintenant on passe à cet arbre généalogique, symbole utilisé dans un arbre généalogique. Voilà. Donc par exemple, ce couple, شوفوا كيفاش نديرو. Donc l'individu 2 de la génération 2, qui est 3 générations, la première génération هذه كاملة, la deuxième génération هادو كاملين, ou la troisième génération هادو كامل. Voilà. Donc par exemple هذا l'individu 2 de la génération 2 et l'individu 3 de la génération 2, ça la بيناتهم une union, يعني un mariage, عطاو لي des vrais jumeaux اللي هما 1 l'individu 1 de la génération 3 et l'individu 2 de la génération 3, c'est ça. Donc ce couple par exemple, اللي هو le couple 8 la génération 2 et 9 la génération 2 aussi, donc ils sont des sujets hétérozygotes, consanguinité, ça veut dire sont des cousins, voilà, يعني من la même famille. Donc يعطاو لي un individu 3 de la génération 3. هذا il est atteint, un sujet atteint par une maladie, وعطات لي une interruption médicale de grossesse. C'est ça. Maintenant on passe لهادو la génération 1. La génération 1 par exemple, عندنا l'individu 4 من la génération 1 ou l'individu 5 من la génération 1. Donc هذا c'est un sujet décédé. هذا c'est un sujet hétérozygote. Donc l'homme est hétérozygote. عطاو لي هادو. عطاو لي le 9 génération 2 et le 10 génération 2. Voilà, c'est un hétérozygote, homme hétérozygote, où la femme, elle est saine, normale. Après, hado, aussi, ils sont mariés. Hado, donc c'est ça, à peu près. شوفوا معايا, maintenant on passe au lien de parenté. من اسمهم باين, يعني روابط الأبوة. Ils sont établis à travers l'arbre généalogique de la figure 2. Le flèche indique le probond K-index. Donc, on va prendre l'individu 5 de la génération 3. L'individu 5 de la génération numéro 3. Donc, on va relever à partir d'un arbre généalogique toutes les liens de parenté de cet individu. Voilà.
ها هي عندنا l'arbre généalogique. Premièrement, l'individu 5 ها هو. L'individu 5 la troisième génération. Donc, premièrement, باش نثبت les liens d'apparenté, لازم نعرف le degré d'apparenté. Donc, la génétique عندنا plusieurs degrés d'apparenté. احنا راح نهزو في هذا l'exemple 4 degrés d'apparenté. Donc, le premier degré, il désigne les parents, les frères, les sœurs et les enfants. هذا le premier degré. يعني راح نشوفوا les liens de parenté de cet individu اللي هو le 5 l'individu 5 من la génération 3. راح نشوفوا شحال عنده يعني le nombre d'apparenté من le degré 1. يعني نشوفوا les parents, les frères et les sœurs et les enfants. Deuxième degré désigne les grands-parents, les oncles et les tantes, les neveux et les nièces. Voilà. Donc, هذا c'est le deuxième degré. Troisième degré, il désigne les cousins germains. يعني les cousins, que ce soit أولاد عمو ولا أولاد الخال. Non, les cousins germains اللي هما أولاد العم فقط. Voilà. Le quatrième degré, il désigne les cousins sous-germains. يعني أولاد العم. Voilà. Donc نبداو notre analyse. شوفوا في le premier degré. Le premier degré اللي قلنا les parents, les frères, les sœurs et les enfants. بالنسبة toujours l'individu 5 من la troisième génération. Donc في le premier degré عندنا les parents. نروحو نشوفوا les parents تاعو. هام les parents تاعو. Donc il a déjà 2 parents. C'est ça. يعني عنده 2 apparentés déjà. Les frères et les sœurs تاعو هام les frères. عنده 3 4. هذه c'est sa femme. 3 7 et 3 8. Donc عنده شحال 1 2 3 4. Donc il a 4 frères et sœurs. Voilà. Donc déjà عنده 6 apparentés. نروحو دوكا les enfants. Donc 5 من la génération 3, il s'est marié avec 6 من la génération 3. Donc عندهم 3. Donc عندهم 3 من la génération 4. Voilà. Ou عندهم 5 من la. Donc ces enfants عندو l'individu 3 من la 4e génération, l'individu 5 من la 3e génération, plutôt من la 4e génération, et l'individu 6 من la 4e génération. يعني au total, les parents de l'individu 5 من la 3e génération sont 2. Donc les frères et les sœurs, il y avait l'individu 3 من la 3e génération, l'individu 4 من la 3e génération, l'individu 7 من la 3e génération et l'individu 8 من la 3e génération. Ces enfants, l'individu 4 من la 3e, plutôt l'individu 3 من la 4e génération, 5 et 6. Donc au total, il y avait 9 individus, ça veut dire 9 apparentés ou bien 9 liens de parenté. Mais le premier degré. Maintenant, on passe au deuxième degré. قلنا عندك في deuxième degré les grands-parents. شوفوا les grands-parents. هادو c'est l'individu 3 من la deuxième génération, l'individu 4 c'est leurs parents. On parle maintenant aux grands-parents, يعني الأجداد تاعو. Les grands-parents de côté maternel sont l'individu 4 et 3 de la première génération et l'individu de côté paternel, يعني leurs grands-parents de côté paternel, c'est l'individu 1 et 2 génération 1. Voilà, ça fait au total 4 apparentés déjà. Donc, nous avons les oncles et les tantes de la deuxième génération, l'individu de, bien sûr, هذه عمته. علاش parce que c'est de côté paternel. هذه عمته وهذا عمو. هذا عنده خالو. 5, l'individu 5, voilà. Donc, voilà, donc les oncles et les tantes. Maintenant, on passe aux neveux et nièces, يعني أبناء العم, plutôt أبناء الإخوة كما نقولوا, ولاد خالته, c'est ça. Donc, il y avait l'enfant, le petit enfant, 6, هذا, 6, 1, plutôt 5, 1,
où il y avait les nièces et les neveux كاين عندك 7 من la génération 4 هذا 7 من la génération 4 et 8 plutôt من la génération aussi 4 donc هذا وهذا. Voilà, donc 9 apparentés, 2 apparentés من la 3e degré اللي هما les cousins germains, les cousins germains اللي هما ابناء العم. Il y avait 3 2 هذا وكاين 9 هذا. C'est ça. عنده 4 apparentés من 3e degré اللي هما les cousins germains. هضرنا عليهم 4 apparentés من 4e degré اللي هما les cousins sous germains يعني ابناء العم. C'est ça. Donc هذا هما les liens d'apparenté. On passe maintenant à ce grand titre qui est les modes de transmission mendéliens des maladies héréditaires monogéniques. Donc, comme on a dit avant, ce chapitre il est subdivisé en 2 parties. La première partie, c'est les modes de transmission mendéliens des maladies héréditaires monogéniques. La deuxième partie, on va exercer les modes de transmission non mendéliens des maladies héréditaires monogéniques. Voilà. Donc, si on parle des modes de transmission mendéliens, regardez un second titre. Il y avait les modes de transmission mendélien. Mendélien, donc l'usage de ce terme est mendélien, parce que dans ce mode de transmission, on suit les lois de Mendel, tout simplement. Dans la transmission des maladies héréditaires, génétiques, donc c'est pour ça on dit les modes de transmission mendéliens. C'est ça. Et l'usage de termes monogéniques ou bien monofactoriels, c'est pareil. C'est pour caractériser les maladies dues à une mutation dans un seul gène. Parce que mono déjà, elle signifie wahida, yani haja, wahda. D'accord? Donc, l'hérédité monofactorielle ou l'hérédité mendélienne, c'est pareil. Et la transmission des maladies génétiques dues à une mutation dans un seul gène. C'est pour ça on dit qu'elle est monogénique. D'accord. Dans le rentissement phénotypique est important. Il y a l'influence ou bien de phénotype. يعني على المظهر الخارجي. يعني تؤثر على المظهر الخارجي cette maladie. Et dont le mode de transmission est simple, identique à celui décrit par Mendel. يعني dans ce mode de transmission, on suit les lois de Mendel. C'est ça. Atomique dominante. Donc, rappelez-vous au schéma qu'on avait fait avant. Donc, on commence par le gène. Vous saviez que c'est quoi le gène? Le gène, c'est l'unité d'information responsable d'un caractère héréditaire. Ou bien c'est l'unité constitutive du génome ou bien de l'ADN. Le gène, il porte une information ou bien un caractère héréditaire, tel que par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de teint, etc., ou bien particularité physiologique, tel le groupe sanguin. C'est ça. On passe maintenant au allèle. C'est quoi un allèle? Donc l'allèle, c'est une différente version d'un gène. C'est une différente version de gène. Et là, c'est l'unité constitutive de gène. Voilà. Il y en a par exemple des gens qui portent des yeux verts, il y en a d'autres qui portent des yeux bleus, donc il y en a des autres qui portent des yeux par exemple marron, bien noirs, etc., etc. Donc tout ça, il revient à la version, bien la variabilité des allèles. C'est ça. Et c'est également le même cas pour le groupe sanguin. Donc, les gènes portés par les chromosomes, oui, bien sûr, on sait que les chromosomes, c'est une succession de plusieurs gènes. Voilà. Donc, ces chromosomes ont une forme de bâtonnet. Voilà. Donc, on sait dans une cellule somatique, ou bien dans une cellule normale classique, on trouve 46 chromosomes. 22 paires de chromosomes non sexuels. Ce sont des chromosomes non sexuels. On les appelle les autosomes. Un paire de chromosomes sont sexuels. On les appelle les gonosomes. Donc X et Y chez le sexe masculin et XX chez le sexe féminin.
Donc, pourquoi il y en a deux paires? Plutôt 22 paires et un paire. Donc, le paire, ça veut dire un chromosome, il est hérité du côté maternel, d'origine maternelle, et l'autre chromosome, il est hérité de côté paternel. C'est ça. On passe maintenant à la notion d'homozygotie et d'hétérozygotie. Les cas des chromosomes non sexuels, on parle des autosomes. Donc, pour les chromosomes homologues, ça veut dire les chromosomes qui portent la même information. La même information, bien le même caractère. Il y en a par exemple des chromosomes qui portent certains gènes qui sont responsables à la couleur des cheveux, par exemple à la couleur des yeux, etc., etc. Donc des chromosomes homologues, ce sont des chromosomes qui portent la même information. C'est ça. Et tant qu'elles portent la même information, donc strictement, ils ont les mêmes gènes. Mais pas nécessairement les mêmes allèles. Bien sûr. Donc, on parle de la notion d'homozygotie et d'hétérozygotie. Voilà. Donc, on dit un individu qui est homozygote quand il possède les mêmes allèles ou bien il possède deux allèles identiques. Voilà. Allèle d'origine maternelle, il est identique au allèle d'origine paternelle dans le même locus. C'est-à-dire le site physique de cet allèle. Voilà. En revanche, on dit que un individu, il est hétérozygote quand ces deux allèles d'origine maternelle ou bien d'origine paternelle sont strictement différents. Voilà. C'est ça la notion d'homozygotie et d'hétérozygotie. Il y a deux allèles au total. Il y a deux allèles. Les allèles d'un paire de chromosomes sont soit identiques, donc on parle d'homozygotie, soit différents, on parle d'hétérozygotie. C'est ça. On reste toujours dans le cas des chromosomes non sexuels. Voilà. Donc, le fait qu'un individu puisse possible de posséder des allèles différentes nous amène le concept de dominance et de récessivité. Donc, on va parler de la dominance et de récessivité entre les allèles. Voilà. En cas d'allèle dominant, donc ceci s'exprime toujours, c'est-à-dire pour que le caractère qui est conféré par l'allèle soit visible à l'échelle de l'individu, phénotypiquement visible, cet individu peut être hétérozygote ou bien homozygote. Cette personne, que ce soit elle est homozygote ou bien hétérozygote, donc cet allèle soit exprimé. Voilà. En revanche, pour l'allèle récessive, ou bien on dit un allèle qui est récessive, ceci s'exprime que chez un individu homozygote. Ça veut dire, pour l'allèle dominant, une copie suffisante pour que cet allèle s'exprime. Par contre, pour l'allèle récessive, ça nécessite deux copies pour que cet allèle s'exprime. Donc, c'est ça la notion de dominance et de récessivité. On passe maintenant au cas des chromosomes sexuels. On parle des gonosomes. Donc, on commence par le sexe féminin. Vous voyez que le sexe féminin, il est caractérisé par la présence des chromosomes homologues. Ça veut dire des chromosomes qui sont identiques. Elles portent la même information. Chez le sexe féminin, il y avait le XX. Voilà. Donc, on va voir, est-ce qu'il y avait la notion de dominance et de récessivité entre ces deux chromosomes sexuels. Donc, c'est équivalent des chromosomes non sexuels pour la dominance et la récessivité. Donc, c'est le même cas que pour les autosomes. Donc, il y avait la notion de dominance et de récessivité. Voilà. On reste toujours dans le cas de chromosomes sexuels, mais cette fois-ci avec on parle de sexe masculin. Vous voyez que le sexe masculin, il est différent au sexe féminin par la présence de deux copies de chromosomes qui sont non homologues. Ce n'est pas le cas comme le sexe féminin. Donc, pour les gonosomes, ils sont non homologues, ils sont différents. Donc, ce n'est pas le même cas. Il n'y a pas les mêmes gènes, une copie unique de chaque gène. Il y avait une copie X et une copie Y. Et ça se voit que sont non homologues par rapport à la taille. Voilà, on voit que l'X, il est plus grand que l'Y. Donc, pour le sexe masculin, donc il n'y avait pas la notion de dominance et de récessivité.
toutes les allèles se comportent comme des allèles dominants. Donc, il n'y avait pas de dominance et de récessivité. Toutes les allèles sont dominants entre eux. Voilà.